Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 25 octobre 2012. À Infomag ce soir, Maxime Pedneau-Jobin satisfait du sondage Segment Recherche. Les élèves de l'école Sacré-Cœur se mettent en forme. Le challenge de curling Château-Cartier, c'est un départ. Et les Tigres en grande finale ce samedi. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, selon un sondage effectué par la firme Segment Recherche pour TC Média et 104.7 Outaouais, le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, aurait obtenu 33 des votes à la mairie si les élections avaient eu lieu la semaine dernière et que Marc Bureau avait été son seul adversaire. De son côté, le maire Bureau aurait recueilli 67 des appuis. Par ailleurs, si Tony Canavino se lançait également dans la course à la mairie, Marc Bureau serait toujours premier, obtenant 58 des intentions de vote, Maxime Pedneau-Jobin 25 et M. Canavino 17 En ce qui concerne l'arrivée d'un parti politique municipal, 40 des Gatinois se disent défavorables. Le sondage a été réalisé entre le 16 et le 20 octobre dernier auprès de 602 Gatinois et comporte une marge d'erreur de plus ou moins 4 Eh bien, malgré ces résultats qui pourraient sembler mitigés, le conseiller de Buckingham et chef d'Action Gatineau n'est pas inquiet outre mesure. Bien, disons qu'il y a 5 mois, j'étais à 13 là, c'est 33 là, pour le parti et moi. Moi, je pense que c'est un grand pas en avant. Évidemment, il reste beaucoup de travail à faire, mais au même moment, en 2005, M. Bureau, face à M. Ducharme, était dans la même situation, là. Il perdait aux 2 tiers, puis finalement, il a gagné aux 2 tiers un an plus tard. Fait qu'à ce stade-ci, moi, je suis pas inquiet, là. C'est un sondage qui nous dit qu'on a du travail à faire, mais il n'y a rien de jouer. Ce qui compte, c'est vraiment la campagne, là. Les Gatinois qui ne semblent pas nécessairement chauds à l'idée d'un parti politique, j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de travail à faire pour vendre l'idée de votre parti. Oui, d'abord, on était, il y a 5 mois, à 50 contre. Là, c'est baissé à 40 contre. Et ça, le sondage s'est fait en pleine commission Charbonneau. Ça fait que pour moi, c'est déjà bien qu'il y a des gens qui considèrent la possibilité qu'il y ait un parti. Puis surtout, quand ils vont voir qu'on a un programme pour l'ensemble de Gatineau, qu'on dit combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire, et qu'on parle d'une seule voix pour un certain nombre d'enjeux, moi, je pense que ça va faire la différence. Je pense qu'ils vont voir que ce qu'on va faire, en fait, c'est de la politique sérieusement. Quand on regarde le sondage un peu plus attentivement, on remarque que c'est dans le secteur est de Gatineau, soit à Masson-Angers et à Buckingham, que la population est le plus favorable à l'existence d'un parti politique pour Gatineau. D'un autre côté, le taux de satisfaction des répondants face au maire Marc Bureau a augmenté depuis le dernier sondage en avril dernier. À ce moment-là, il était de 49 et 6 mois plus tard, il est à près de 57 des résultats qui rendent M. Bureau évidemment très heureux. Toujours dans le domaine de la politique municipale, les 5 conseillers d'Action Gatineau semblent décidément faire bande à part au sein du conseil municipal de Gatineau. En effet, le chef Maxime Pedneau-Jobin a présenté 3 résolutions mardi dernier afin que la ville puisse entamer un dialogue avec les MRC des Collines et du Pontiac. Eh bien, seuls les conseillers qui sont actuellement membres du parti politique ont voté en faveur de la résolution. Le conseiller d'Aylmer, Alain Riel, soutient même qu'il s'agirait d'une perte de temps de vouloir discuter avec les maires des MRC voisines. Évidemment, Maxime Pedneau-Jobin s'est dit très déçu de la réaction du conseil. Bien, moi, je pense que c'est un réflexe justement partisan, là. Il y en a une, entre autres, qui dit qu'il faut qu'on parle à nos voisins. C'est assez simple, il faut qu'on s'assoie avec la MRC des Collines. Ils nous entourent, le développement se fait à une vitesse accélérée. Les décisions qu'on prend ici vont peut-être envoyer des gens là-bas, et les décisions qu'ils prennent chez eux ont aussi un impact sur nous. Parce que s'ils ont de la croissance, puis utilisent nos services, puis ils ne payent pas pour, c'est un problème aussi. On a intérêt, tout le monde, à se parler. Et de dire non à ça, surtout les raisons qu'on nous donne, on dit bien ça devrait être la Créo, ça devrait être Québec, ça devrait être un paquet de monde.
sauf le maire de la métropole d'Outaouais, qui, selon moi, devrait parler à ses voisins. Ça va de soi, ça. Mais là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Comment le dialogue se réalise entre Gatineau et les différentes MRC? Il n'y en a pas. Il y a un comité qui s'appelle le comité conjoint où on est supposé se parler. Il s'est réuni une fois depuis 2008 à ma demande et dans le cadre du schéma. Sinon, il ne s'est jamais réuni. Ça ne marche pas, là. Il n'y a pas de dialogue. Alors que pour moi, c'est incontournable. Les élèves des écoles Saint-Jean-de-Brébeuf dans le secteur Masson et Monseigneur Charbonneau dans le secteur Buckingham vont unir leurs forces le soir de l'Halloween dans le but d'amasser des fonds pour venir en aide au petit Loïc Bidal, âgé de 9 ans, qui est atteint du syndrome de Morquillot. Cette maladie génétique entraîne un développement osseux anormal qui n'affecte pas l'espérance de vie, mais qui cause des complications. D'ailleurs, Loïc ne peut plus marcher depuis l'été dernier. Donc, le soir du 31 octobre prochain, les élèves des deux écoles vont sillonner les rues afin de recueillir des fonds qui vont être mis à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, afin évidemment de financer la recherche. L'an dernier, près de 1 800 $ avaient été recueillis grâce à cette activité. La cueillette de denrées alimentaires organisée par les caisses populaires de la Basse-Lièvre, du Cœur des Vallées et de la Petite Nation qui avait lieu en fin de semaine dernière a permis d'amasser plus de 12 000 $ en dons et en denrées alimentaires. Dans le secteur de la Basse-Lièvre, près de 1 500 $ ont été ramassés en dons et 3 340 $ en denrées alimentaires. Le tout va être remis à l'Ami de l'Entraide, qui, on le sait, en plus d'être une banque alimentaire, est un projet de développement social qui offre plusieurs services à la population. Dans la Petite Nation, tous les dons recueillis vont aller directement à la Banque alimentaire de la Petite Nation. Rappelons que cette récolte avait été organisée par les caisses populaires dans le cadre de la Semaine de la coopération. L'activité, d'ailleurs, pourrait très bien être reprise en 2013. Les élèves, le personnel et plusieurs parents de l'École du Sacré-Cœur dans le secteur Angers ont profité d'une météo idéale mercredi pour se mettre en forme dans le cadre de l'activité intitulée « Un courant d'air frais ». En plus de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'importance de l'activité physique, l'activité servait de levée de fonds pour défrayer le coût de certaines activités pédagogiques. Du plus petit au plus grand, chacun a trouvé son compte. Pour les plus jeunes, un circuit de farfelu a offert 10 activités motrices. D'autres élèves ont marché, couru, roulé à vélo ou à patin à roues alignées. Certains élèves ont même parcouru un circuit de 15 km à vélo sous escorte policière. La levée de fonds de cette année avait pour thème « Faire des efforts, ça c'est du sport et ça nous rend plus forts ». Le directeur adjoint de l'École Sacré-Cœur, Pierre Daou, nous donne plus de détails. Deux grands objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion de l'activité physique, de l'effort, pas juste de la part des enfants, mais de leurs parents. Puis on a vu ce matin qu'il y en avait à peu près 120, 130 en premier objectif. Et le deuxième, c'est d'amasser des sommes d'argent. C'est une cueillette de fonds, dans le fond, qui vont servir essentiellement les sommes d'argent à deux choses. Premièrement, ça sert à réduire les frais qu'on demande aux parents lorsqu'il y a des activités à l'extérieur de l'école. Et deuxièmement, on a entrepris dans les 2 dernières années de, je dirais, revamper la cour d'école. On a déjà investi l'équivalent d'à peu près 100 000 $ et il nous resterait à terminer tout ce qu'on appelle le parc des maternelles. Alors, on aurait besoin d'à peu près 22 000 $ pour installer des nouvelles structures. Et là, on pense que cette fois-ci, on pourra aller chercher à peu près 11 à 12 000. Ça va aller de ce côté-là. L'Outaouais n'échappe pas au phénomène de l'itinérance et des sans-abri. Des deux côtés de la rivière des Outaouais, de plus en plus de sans-abri parcourent les rues à la recherche d'un endroit pour passer la nuit. Du côté ontarien, près de 130 personnes ont participé mercredi au 7e Forum de lutte à l'itinérance parrainé par la Coalition pour prévenir l'itinérance chez les francophones d'Ottawa. Le forum s'est terminé par une conférence du chanteur Dan Bigram qui a tenté de sensibiliser les participants aux plus démunis. Du côté de l'Outaouais québécois, maintenant, c'est vendredi dernier qu'entre 800 et 1000 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri dans le secteur Hall, organisé par le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais. Pour nous parler de cette nuit et du phénomène de l'itinérance en Outaouais, j'ai reçu Alexis Dionne du CRIO Outaouais un peu plus tôt cette semaine dans nos studios.
Alexis Dionne, le collectif régional de lutte à l'itinérance qui organisait en fait vendredi dernier la 10e nuit des sans-abri. D'abord, pouvez-vous nous dire un petit peu qu'est-ce que cette nuit-là et quel est le but de cette nuit-là? Oui, certainement. La Nuit des sans-abri, c'est une nuit de sensibilisation. Donc, le but de cet événement-là, c'est vraiment de regrouper les gens de la population de Gatineau pour les sensibiliser au phénomène de l'itinérance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, par exemple, qu'on le voit, on n'a pas besoin de se le rappeler. Mais en fait, oui, il faut se le rappeler parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas s'habituer à voir l'itinérance. Il faut plutôt prendre action et réaliser que c'est un phénomène qui est un phénomène de fragilité dans notre société. Et qui est de plus en plus présent. Au cours de la nuit, plusieurs activités qui ont été organisées. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, de l'ambiance qui a régné vendredi dernier? Oui, c'était une belle ambiance. En fait, ça a été même touchant à certains moments. Il y a un moment où c'est la cérémonie des personnes décédées durant l'année dans les organismes. Donc, durant cette période-là, les gens, on a distribué des chandelles, pouvaient se recueillir en avant de l'estrade. Et il y avait un prêtre aussi qui était là pour nommer les personnes décédées. Et on a remis une rose dans un vase pour chaque personne. Donc ça, c'est une période très importante parce que les gens, justement, n'ont pas eu la chance d'avoir un funérail à la bonne et due forme, normalement, comme on peut rendre hommage à chaque personne. Donc, évidemment, vous aviez un objectif, vous vouliez accueillir 800 personnes comme vous l'aviez fait l'année passée. oui. Est-ce que c'est le nombre de personnes que vous avez reçues? Oui, et on a facilement dépassé 800 personnes. On n'est pas sûr du nombre exact, mais on sait qu'on a atteint notre objectif de 800 et on est probablement près du 1000. On va avoir les chiffres exacts probablement lundi prochain. Évidemment, quand on parle d'itinérance dans la région de Gatineau, d'Ottawa-Gatineau, c'est sûr c'est un petit peu plus difficile, je pense, d'obtenir des statistiques parce que les gens, là, traversent d'un côté à l'autre de la rivière. Oui, les gens se promènent, même ils se promènent entre Montréal, Toronto et Ottawa. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une région particulière pour ça. Et on ne peut pas chiffrer le nombre d'itinérants dans une région, justement à cause du fait qu'ils n'ont pas de domicile fixe, donc ils sont en constant mouvement. Ils se prennent d'un organisme à l'autre selon les disponibilités des services. Évidemment, on parle de regroupement, on parle de ressources qui existent en Outaouais. Rapidement, pouvez-vous nous faire un petit peu là, le tour là, des ressources qui existent pour les gens là, qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre là, sans abri? Oui, bien, il y a toutes sortes de ressources qui sont disponibles, autant pour les gens issus de la pauvreté, par exemple la soupe populaire, où les gens peuvent aller manger. On offre des dîners à tous les jours. Il y a le Gétami, par exemple, où les gens peuvent être accueillis pour avoir un endroit pour dormir, pour prendre une douche aussi. Ça, c'est pour les personnes adultes. Donc, c'est vraiment un des seuls centres qu'on a à Gatineau où les gens peuvent aller être logés. Sinon, on a des centres d'hébergement d'urgence pour les jeunes adolescents, par exemple, Apartado Jeunes et Bergado. On a aussi des centres d'hébergement d'urgence pour les femmes battues, par exemple. Aussi, il y a des organismes pour les personnes toxicomanes, comme le CIPTO, qui offre des services d'entretien, d'intervention avec les gens qui ont des problèmes de consommation. Est-ce que ces ressources-là sont suffisantes? Et on sait là, que de plus en plus de demandes, de plus en plus de familles, même, je pense, qui demandent de l'aide. Est-ce que les ressources sont suffisantes en Outaouais? En fait, non. On le voit justement dans les chiffres. Le dernier bulletin du CRIO dévoile des statistiques assez troublantes. Malheureusement, les chiffres ne disent pas tout, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une augmentation de 46 environ depuis 2008 de la fréquentation des services et une augmentation, plus que 46 mais plutôt 46 de nombre de refus qui a augmenté. Donc, des gens qui ont besoin d'aide et on n'a pas suffisamment de ressources de notre côté. Est-ce que les gens qui traversent, par exemple, du côté de l'Ontario, est-ce qu'on a plus de chances d'être... C'est souvent ce qui arrive, c'est que les gens vont soit voyager à Ottawa pour cette raison-là, ou aller vers Montréal ou Toronto dans les grands centres. Donc, c'est souvent ce qui arrive dans les cas où les services sont pas capables de subvenir aux besoins des gens. Sauf que si ces gens-là ont une famille en Outaouais, par exemple, c'est difficile pour ces gens-là de vivre ces situations-là. Quand on parle d'itinérance, on voit souvent dans la tête des gens quelqu'un qui est assis sur un coin de rue et qui va
quêter de l'argent, mais ce n'est pas nécessairement la seule réalité. Il y a des gens un petit peu partout, et on est dans l'est de la ville de Gatineau, dans le secteur Buckingham. Ça existe aussi, le phénomène existe aussi par chez nous. Oui, tout à fait. Le phénomène il est répandu un peu partout. On voit aussi, par exemple, chez les jeunes, le phénomène de couchsurfing. Donc ça peut être dans la région ici, autant que dans le centre-ville. Des jeunes qui se promènent d'une maison à l'autre chez des parents, des amis. Puis à un moment donné, quand ils ont essoufflé le réseau, c'est là qu'ils se retrouvent dans une situation d'itinérance. Donc ça, c'est un autre phénomène qu'on constate de plus en plus chez les adolescents. Et comme société, comme population, en terminant, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire justement pour aider, pour lutter contre l'itinérance? Bien, la première chose à faire, c'est de s'en rendre compte, puis c'est les mouvements collectifs qui peuvent faire bouger les choses. Donc, d'être sensible à cette cause-là, certainement peut aider à regrouper les gens ensemble pour pouvoir prendre action envers le gouvernement ou dans notre région même, avec les organismes, qu'on puisse faire des activités communautaires justement pour venir en aide à ces gens-là. Peut-être être un petit peu moins centré sur sa propre personne. Mm-hmm. Alexis Dionne, merci infiniment et on vous Ça me fait souhaite plaisir. de continuer le beau travail. Merci. Cette semaine, dans le cadre de la chronique communautaire, on inverse les rôles. J'interviewe Sylvie Filiou, qui est notre chroniqueuse habituelle, parce qu'on est en pleine semaine de l'action communautaire autonome. Sylvie, bonjour, bienvenue dans le rôle d'interviewer. Semaine d'action ou de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Bien, écoutez, c'est important pour justement la visibilité des organismes communautaires. Qu'est-ce que l'action communautaire autonome? Mais ce n'est pas seulement que des OBNL, c'est plus que ça. Il y a des critères qui sont définis. Je ne vous les nommerai pas tous, mais ceux qui sont très, très importants, c'est être un conseil d'administration qui est indépendant du réseau public. Et c'est surtout les organismes communautaires ACA qu'on appelle. Ce ne sont pas seulement des organisations où on va chercher des services, mais c'est surtout et beaucoup des transformateurs sociaux, donc qui améliorent la qualité de vie de la communauté des citoyens. Évidemment, la CDC Rond-Point qui est présente là, sur tout le territoire de la Basse-Lièvre. Et on sait qu'on a beaucoup d'organismes communautaires. C'est important, l'action communautaire dans notre milieu à nous. Bien, évidemment, la semaine de visibilité est importante justement pour faire connaître ces organisations communautaires-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les gens ont vu déjà notre Vox Pop qu'on a fait. On avait posé une question à des gens de la communauté. Pouvez-vous nous nommer au moins 3 organisations communautaires? Ça a été un exercice fort intéressant. Mais malheureusement, on s'est aperçu que les gens ne connaissaient pas les organisations communautaires. On a nommé les Chevaliers Colons, ce n'est pas une organisation communautaire. Ce n'est pas. On a nommé même une fondation, ce n'est pas une organisation communautaire. Donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la visibilité et dans la semaine de la visibilité, justement, on a imprimé 2000 napperons avec les membres de la CDC Rond-Point qui est sur le territoire de la Vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation. Et quand vous allez faire le petit déjeuner avec votre équipe de travail, avec vos amis ou encore le dîner, il y a des napperons qui sont distribués à travers les restaurants ou la Labistro, entre autres, à Tursault, à Papineauville. Alors, regardez attentivement ce que font vos organisations communautaires. Ce sont des experts dans le développement local de notre communauté et il faut s'arrêter et de vraiment les connaître et d'aller les rencontrer et surtout de réfléchir comment ils peuvent changer la vie des gens dans une communauté. Est-ce qu'on peut dire que sans les organismes communautaires, sans l'apport de ces organismes-là dans notre milieu à nous, ce serait beaucoup plus difficile d'avoir une qualité de vie comme on a actuellement? Bien, écoutez, je crois qu'on ne fait pas ça toute seule. Ça, c'est très important. Donc, il y a des organisations communautaires qui sont nécessaires dans la communauté, mais ce qui est encore plus important, c'est le partenariat et toute la concertation qu'on peut faire autour. Et je pense que tout ensemble, on va faire un changement pour un meilleur monde, pour une meilleure société, pour une meilleure communauté. Alors, c'est hyper important. On a une mission, on est des transformateurs sociaux. Il faut le reconnaître au départ et ensuite de pouvoir travailler ensemble toute la communauté. Sylvie Filiou, merci infiniment. On se revoit évidemment dans les prochaines semaines pour d'autres chroniques communautaires. Merci. À la prochaine. Et voilà, alors quand vous allez aller manger dans des restaurants et que vous voyez le napperon qui est distribué par la CDC Rond-Point, bien, prenez le temps justement de regarder les organismes communautaires du milieu. Merci. Et
pour nous parler sport, encore une fois, François Croteau. François, on commence évidemment tout de suite avec les Tigres juvéniles qui jouaient leur match de semi-finale samedi dernier. Comment ça s'est passé? Ben, ça a été une rencontre extrêmement serrée. Les Panthères de l'Érablière ont surpris en menant là, pendant toute la durée de la partie. Les Tigres ont réussi là, le point victorieux à la dernière minute, même la dernière seconde presque, si on peut dire. Et sur un jeu là, quand même extrêmement serré, une course à la ligne de 1. Et on a eu la chance justement de visionner là, avant de venir en onde. Et effectivement, ça a tout pris. Le joueur a tombé avec le ballon dans la zone des buts. Mais je peux vous dire qu'il y avait un amoncellement de joueurs là. De ce qu'on a vu, en tout cas, nous, à la télévision, à la reprise, à mon humble avis, là, le toucher était bon parce qu'il a tombé finalement dans la zone des buts. Est-ce que l'arbitre aurait pu siffler avant? Peut-être, mais il ne l'a pas fait. Donc, à ce moment-là, le jeu demeure. Et, écoutez, pointage final 26-21, ça augure très bien là, pour le prochain match. D'autant plus que c'est une des premières fois où les Tigres là, ne prennent pas du tout l'avance durant le match. Et c'est une reprise de la finale de l'an dernier qui va avoir lieu dès dimanche. Effectivement, c'est contre les Falcons de Philemon Wright. Qui ont vaincu, eux, Nouvelle-Frontière par la marque de 34-14. On sait qu'ils sont dirigés là, par le joueur tout-étoile, Michael Aruba. Alors, cette rencontre-là ultime va se dérouler samedi, le 27 octobre prochain, sur le terrain de l'école Hormidas-Gamelin, à compter de 13 heures. Alors, soyez-y, ça va être sûrement un match là, spectaculaire. Naturellement, on annonce la pluie, là, donc les jeux au sol vont être très importants. Tout à fait. Ouais. Et on a rencontré, je pense, M. Roy, là, qui nous dit un petit peu comment il a préparé son équipe pour la finale. C'est facile à se préparer. On se prépare depuis l'année passée. Comme vous savez, on s'est pris contre eux autres en finale. Déception assez amère. On l'a su depuis le début de l'année que tu avais 2 à 3 équipes de tête, dont Philemon Wright. Alors, on a pratiqué très, très fort. On connaît très bien le jeu. C'est certain, ils sont très explosifs. Mike Aruda, c'est pas un manchot. Il a de très bons joueurs en avant de lui. On connaît très, très bien leurs forces, très bien leurs faiblesses. Mais on est prêt. On va tout donner, qu'est-ce qu'on a, ça, c'est clair. Alors, évidemment, l'équipe de TVC va être sur les lieux pour présenter le match. Et à quel moment on va pouvoir le voir? Bien, c'est ça. Pour ceux qui ne pourraient pas être là samedi, mercredi soir, 19h, sur les ondes de la TVC à Basse-Sièvre. Manquez pas ça, là, pour ceux qui ne pourraient pas voir cette partie. Et bonne chance aux Tigres. Oui. On en a parlé abondamment la semaine dernière. Un tournoi de curling assez important là, qui vient d'arriver, qui est commencé depuis en fait, mercredi, hier soir. Ouais. Mercredi, ouais. C'est ça. Écoutez, c'est un tournoi, c'est le challenge là, Château-Cartier, pardon. Ouais. C'est une compétition extrêmement relevée. On a à peu près les 10 meilleures équipes là, au Canada qui sont là. Il y a des équipes là, qui sont classées dans les 4 premiers mondiaux. 62 équipes. Il y a une bourse de près de 60 000 $. C'est du jamais vu. Et, écoutez, ça se déroule au centre sportif Robert Rochon et aussi il y a un volet open là, qui se déroule du côté de Buckingham, là, au club de curling. Et à ce niveau-là, on a rencontré M. Alain Deschâtelet, qui lui-même là, fait partie du tournoi, et il nous a livré là, ses impressions sur l'organisation. C'est l'élite mondiale. On a 3 des 10 meilleures équipes. On a à peu près 8 des 20 meilleures équipes actuellement au Canada qui vont être ici. Puis des équipes qui ont très bien performé dans l'Ouest canadien la semaine dernière. Donc, ça va être du calibre de premier niveau que les gens auront l'occasion de voir ici gratuitement à l'Aréna de Masson. Et il y aura également aussi des parties du côté de du curling de Buckingham, du club de curling de Buckingham sur l'avenue Buckingham. On a toujours la crainte qu'il peut-être pas avoir des annulations de dernière minute, mais non, toutes les équipes, les 62 équipes vont être présentes. Et on s'attend à un tournoi extraordinaire. Et même notre équipe russe féminine qui était la semaine dernière à Kamloops, en Colombie-Britannique, qui a très bien performé, sera en action dès vendredi soir à 19h également. Donc, évidemment, on a commencé à jouer hier dans la classe Open, mais les compétitions pour l'élite ont commencé
ce matin. On avait des représentants de l'Outaouais. Comment nos représentants se sont classés? Bien, effectivement, il y avait le quatuor de Pierre Charette là, qui était sur la glace plus tôt aujourd'hui. Ils ont subi la défaite par le pointage de 6-1 contre l'équipe de M. Dacey de la Nouvelle-Écosse. C'est une équipe là, extrêmement forte. Pierre n'a pas été chanceux dans son tirage parce qu'il rencontre par la suite l'équipe de Epping, qui est une des mieux cotées au niveau mondial. Du côté aussi d'un autre représentant de l'Outaouais, le quatuor de Jean-Michel Ménard a remporté son premier match par le pointage de 4-1 contre l'équipe de Cooper. Et il mène présentement 4-2. Le match là, est en cours au moment où on se parle. Alors, ça regardez, on sait que Jean-Michel, son équipe, ont déjà remporté à 3 reprises là, ce tournoi. Ils sont les champions défendants. Effectivement. Et demain, quand on parle de curling, François, on parle de glace qui est particulière et je pense qu'on a des méthodes particulières, là, si on veut, pour justement rendre la glace d'aréna compatible avec le curling. Oui, effectivement, il ne s'agit pas simplement de sortir avec un boyau là, et se mettre à arroser. Là. On a rencontré justement Frédéric Joannette, qui est technicien de glace pour le curling. Lui vient de Vaudreuil. Il a 20 ans d'expérience dans la fabrication de glace comme telle pour le curling et il nous livre là, justement ses commentaires. Bien, premièrement, préparer la surface de jeu, transformer la surface de jeu en curling, peinturer les cercles, mettre la couleur, tout ça. Ensuite, c'est de trouver les bons paramètres par rapport à la transformation de la glace versus une glace de hockey va être différente d'une glace de curling. Donc, c'est de trouver les bons paramètres, la température de la glace, l'humidité, le déplacement d'air. Bien, les gouttelettes qu'on ajoute sur la glace, c'est pour créer un effet d'un coussin d'air, afin que la pierre ait une bonne glisse. C'est ça qui va influencer la vitesse puis la courbe de la pierre. Aussi, c'est un peu complexe, c'est de transformer une glace de curling dans une aréna. C'est comme prendre un green de golf puis aller sur un terrain de soccer et le transformer en green de golf. C'est à peu près la même comparaison. Donc, c'est d'aller chercher les paramètres puis dans un temps très précis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire la transformation. François, vos Mustangs, votre équipe de hockey, l'équipe dont vous êtes le directeur général, qui ont joué 2 matchs depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, et comment ça s'est passé là, du côté des Mustangs? Bien, ça a été 2 victoires en fin de semaine dernière. Ça a débuté vendredi dernier au centre sportif par une victoire de 9-6 contre Ottawa South, les Canadiens. Ça a été un match, là, écoutez, c'était 4-4 après la première période. Alors, c'était un match là, axé complètement là, sur l'offensive. Ça a donné un très bon spectacle. Dimanche, les Mustangs se rendaient à Metcalfe pour y affronter les Jets. Une victoire quand même facile de 8-1. Mais il faut dire que le gardien Jean-Michel Giroux des Mustangs a fait des arrêts clés et ça aurait pu là, changer l'issue de la rencontre. Vendredi soir, demain soir, ce sont les Packers d'Anne Pryor qui s'amènent ici au centre sportif. Et écoutez, là, dans le moment, au niveau des pointeurs, vous avez Robinson et Lauzon des Mustangs qui sont premier et quatrième. Deuxième et troisième, 2 joueurs d'Anne Pryor, Jared Stige et Darren Lehoux. Donc, moi, je m'attends encore à un match très offensif demain. Effectivement, donc rendez-vous pour les gens de Buckingham. On parle maintenant de golf, mais on parle de long drive. Oui. Un représentant, quelqu'un de chez nous là, qui performe là, sur la scène mondiale actuellement. Effectivement, c'est Pierre-Luc Chénier de Masson Angers qui s'est qualifié là, pour aller justement à Mesquite, au Nevada, où se déroulait cette compétition-là, Raymax. Écoutez, je vais vous dire, dans la première ronde, là, sa meilleure drive, c'est 375 verges. Dans la deuxième ronde, c'est 403 verges. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est assez loin, merci. Oui, il ne s'est pas qualifié pour les rondes sous séquence. Alors, ça cogne, parlez-moi-en. Voilà. Bien, écoutez, François, on va vous souhaiter d'abord bonne chance avec vos Mustangs demain soir et bonne chance aussi au Tigre. J'imagine que vous allez aller voir les matchs. Malheureusement, je suis à Montréal en fin de semaine, mais je vais l'écouter, moi, garanti. Mercredi prochain, il y a un gros X sur mon calendrier. Voilà, merci beaucoup, François. On se revoit la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h, pour l'émission Parole à l'élu. Et je vous rappelle également que le conseiller Maxime Pedneau-Jobin vous attend aussi à 19h à l'ancien hôtel de ville sur la rue Charles, dans le secteur Buckingham. On va discuter de différentes choses, mais de comment utiliser les derniers 150 000 $ du surplus de l'ex-ville de Buckingham. Quant à nous, écoutez, on se revoit mardi prochain pour une autre édition d'InfoMag. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée.